Bonsoir à tous, bienvenue sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Alors cette nuit, c'est avec un roman qui s'appelle Germinie Lacerteau que nous allons partir en vadrouille, puisqu'en effet, je vais avoir le plaisir de poursuivre la lecture de ce roman d'Edmond et de Jules de Goncourt, donc un des premiers roman naturaliste, un roman qui date de 1864, qui nous raconte l'histoire de Germinie, une bonne au service d'une femme beaucoup plus âgée qu'elle et d'un rang évidemment plus élevé. Il se trouve que Germinie se lie d'amitié avec la crémière de la rue et qu'elle s'occupe particulièrement de son fils, qu'on a surnommé ici Bibi, et ce Bibi est en train de devenir un homme. Elle s'en aperçoit. Chapitre 9. Dans le temps où le fils Jupilon, Bibi, sorti de pension, la bonne d'une femme entretenue qui demeurait au-dessous de mademoiselle, venait quelquefois passer la soirée chez madame Jupilon avec Germinie. Originaire de ce grand-duché de Luxembourg qui fournit Paris de cochers, de coupés et de bonnes de lorette, cette fille était ce que l'on appelle populacièrement une grande bringue. Elle avait un air de cavale, des sourcils de porteur d'eau, des yeux fous. Elle se mit bientôt à venir tous les soirs. Elle payait des gâteaux et des petits verres à tout le monde, s'amusait à faire gaminer le petit Jupilon, jouait avec lui à des jeux de main, s'asseyait sur lui, lui jetait au nez qu'il était beau, le traitait en enfant et le plaisantait en polissonnant de n'être pas encore un homme. Le jeune garçon, heureux et tout fier de ses attentions de la première femme qui s'occupait de lui, laissait voir au bout de peu de temps ses préférences pour Adèle. Ainsi s'appelait la nouvelle venue. Germinie était passionnément jalouse. La jalousie était le fond de sa nature. C'était la lie et l'amertume de ses tendresses. Ceux qu'elle aimait, elle voulait les avoir tout à elle, les posséder absolument. Elle exigeait qu'ils n'aimassent qu'elle. Elle ne pouvait admettre qu'ils pussent distraire et donner à d'autres la moindre parcelle de leur affection. Cette affection, depuis qu'elle l'avait méritée, n'était plus à eux. Ils n'étaient plus maîtres d'en disposer. Elle détestait les gens que sa maîtresse avait l'air de recevoir mieux que les autres et d'accueillir intimement. Par sa mine de mauvaise humeur et son air rechigné, elle avait éloigné, à peu près chassé de la maison, 2 ou 3 vieilles amies de mademoiselle dont les visites la faisaient souffrir, comme si ces vieilles femmes venaient dérober quelque chose dans l'appartement, lui prendre un peu de sa maîtresse. Des gens qu'elle avait aimés lui étaient devenus odieux. Elle n'avait pas trouvé qu'ils l'aimassent assez. Elle les haïssait pour tout l'amour qu'elle avait voulu d'eux. En tout, son cœur était exigeant et despote. Donnant tout, il demandait tout. Dans ses affections, au moindre indice de refroidissement, au moindre signe de partage, elle éclatait et se dévorait, passait des nuits à pleurer, prenait le monde en exécration. Voyant cette femme s'installer dans la boutique, se familiariser avec le jeune homme, toutes les jalousies de Germinie s'inquiétèrent et se tournèrent en rage. Sa haine se souleva et se révolta avec son dégoût contre cette créature affichée, éhontée, que l'on voyait le dimanche attablée sur les boulevards extérieurs avec des militaires et qui avait le lundi des bleus au visage. Elle employa tout pour la faire éloigner par madame Jupilon, mais c'était une des meilleures pratiques de la crèmerie et la crèmerie se refusa tout doucement à l'écarter. Germinie se retourna vers le fils, lui dit que c'était une malheureuse, mais cela ne fit qu'attacher le jeune homme à cette vilaine femme dont la mauvaise réputation le flattait. D'ailleurs, il avait les cruelles taquineries de la jeunesse, et il redoublait d'amabilité auprès d'elle, rien que pour voir le nez que faisait Germinie et jouir de la désoler. Bientôt, Germinie s'aperçut que cette femme avait des intentions plus sérieuses qu'elle ne se l'était d'abord imaginé. Elle comprit ce qu'elle voulait de cet enfant, car c'était toujours un enfant pour elle que ce grand jeune homme de 17 ans. Dès lors, elle s'attacha à leurs pas. Elle ne les quitta plus. Elle ne les laissa pas un seul moment tout seul.
Elle se mit de leur partie au théâtre, à la campagne, entra dans toutes leurs promenades, fut toujours là présente et gênante, essayant de retenir la bonne et de lui rendre la pudeur avec un mot à voix basse. « Un enfant, tu n'as pas honte ?» lui disait-elle. L'autre, comme à une bonne farce, partait d'un gros rire. Dans ses sorties du spectacle, animées, échauffées par la fièvre de la représentation de l'excitation du théâtre, dans ses retours de la campagne chargés du soleil de tout le jour, grisés de ciel et de grand air, fouettés du vin du dîner au milieu des jeux et des libertés auxquels s'enhardissent à la nuit les ivresses de plaisir, les joies de ripaille et les sens en goguette de la femme du peuple, Germinie essayait d'être toujours entre la bonne et Jupillon. Elle tâchait à chaque minute de rompre ses amours bras dessus, bras dessous, de les délier, de les désaccoupler. Et sans se lasser, elle les séparait, les retirait continuellement l'un de l'autre. Elle mettait son corps entre ses corps qui se cherchaient, elle se glissait entre ses gestes qui voulaient se toucher. Elle se glissait entre ses lèvres tendues et ses bouches qui s'offraient. Mais de tout ce qu'elle empêchait, elle avait l'effleurement de l'atteinte. Elle sentait le frôlement de ses mains qu'elle séparait, de ses caresses qu'elle arrêtait au passage et qui se trompaient en s'égarant sur elle, des baisers qu'elle dénouait. Il lui passait contre la joue le souffle et l'haleine. Sans le vouloir et troublée d'une certaine horreur, elle se mêlait aux étreintes. Elle prenait une part des désirs dans ce frottement et cette lutte qui diminuait chaque jour autour de sa personne le respect et la retenue du jeune homme. Il arriva qu'un jour, elle fut moins forte contre elle-même qu'elle n'avait été jusque-là. Cette fois, elle ne se déroba pas, du moins pas si brusquement aux avances. Jupillon sentit qu'elle s'y arrêtait. Germinie le sentit mieux que lui, mais elle était à bout d'efforts et de tourments, épuisée de souffrir. Cet amour d'une autre qu'elle avait détourné de Jupillon, elle se l'était lentement entré tout entier dans le cœur. Maintenant, il y était enfoncé, et toute saignante de jalousie, elle se trouvait affaiblie, sans résistance, défaillante, comme une personne blessée à mort devant le bonheur qui lui venait. Pourtant, elle repoussa les tentatives, les hardiesses du jeune homme, sans rien dire, sans parler. Elle ne songeait pas à lui appartenir autrement, ni à se livrer davantage. Elle vivait de la pensée d'aimer, croyant qu'elle en vivrait toujours. Et dans le ravissement qui lui soulevait l'âme, elle écartait sa chute et repoussait ses sens. Elle demeurait frémissante et pure, perdue et suspendue dans des abîmes de tendresse, ne goûtant et ne voulant de l'amant que la caresse, comme si son cœur n'était fait que pour la douceur d'embrasser. Chapitre 10. Cet amour heureux et non satisfait produisit dans l'être physique de Germinie un singulier phénomène physiologique. On aurait dit que la passion qui circulait en elle renouvelait et transformait son tempérament lymphatique. Il ne lui semblait plus puiser la vie comme autrefois, goutte à une source avare. Une forme généreuse et pleine lui coulait dans les veines. Le feu d'un sang riche lui courait dans le corps. Elle sentait une chaude santé la remplir et il lui passait des joies de vivre qui battaient des ailes dans sa poitrine comme un oiseau dans du soleil. Une merveilleuse animation lui était venue. La misérable énergie nerveuse qui la soutenait avait fait place à une activité bien portante, à une allégresse bruyante, remuante, débordante. Elle ne connaissait plus ses anciennes faiblesses, l'accablement, la prostration, l'assoupissement, les molles paresses. Ces matins si lourds et si engourdis étaient aujourd'hui des réveils vifs et clairs qui s'ouvraient en une seconde à la gaieté du jour. Elle s'habillait en hâte, folâtrement. Ses doigts prestes allaient tout seuls et elle s'étonnait d'être si vive, pleine d'entrain à ces heures défaillantes de l'avant-déjeuner où elle s'était sentie si souvent le cœur sur les lèvres. Et toute la journée, c'était en elle la même bonne humeur du corps, la même gaieté dans le mouvement. Il lui fallait toujours aller, marcher, courir, agir, se dépenser. Par instants, ce qu'elle avait cru lui paraissait éteint.
Les sensations d'être qu'elle avait éprouvées jusque-là se reculaient pour elle dans le lointain d'un songe et dans le fond d'une mémoire endormie. Le passé était derrière elle, comme si elle avait traversé avec le voile d'un évanouissement et l'inconscience d'une somnambule. C'était la première fois qu'elle avait le sentiment, l'impression à la fois âpre et douce, violente et divine, du jeu de la vie éclatante dans sa plénitude, sa régularité, sa puissance. Elle montait et descendait pour un rien. Sur un mot de mademoiselle, elle dégringolait les 5 étages. Quand elle était assise, ses pieds dansaient sur le parquet, elle frottait, nettoyait, rangeait, battait, secouait, lavait, sans repos ni trêve. Toujours à l'ouvrage, remplissant l'appartement de ses allées, de ses venues, du tapage incessant de sa personne. Mon Dieu, mon Dieu, lui disait sa maîtresse étourdie comme par le bruit d'un enfant. Es-tu bousculante, Germinie? L'es-tu assez? Un jour, en entrant dans la cuisine de Germinie, mademoiselle vit un peu de terre dans une boîte à cigares posée dans le plomb. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» lui dit-elle. « C'est du gazon que j'ai semé, pour voir, » fit alors Germinie. « Tu aimes donc le gazon, maintenant? Il ne te manque plus que d'avoir des serins. » Chapitre 11. Au bout de quelques mois, toute la vie de Germinie appartint à la crémière. Le service de mademoiselle n'était guère assujettissant et lui prenait bien peu de temps. Un merlan, une côtelette, c'était toute la cuisine à faire. Le soir, mademoiselle aurait pu la garder auprès d'elle pour lui tenir compagnie. Elle aimait mieux l'envoyer promener, la pousser dehors, lui faire prendre un peu l'air de distraction. Elle ne lui demandait que d'être rentrée à 10 heures pour l'aider à se mettre au lit. Et encore, quand Germinie se trouvait en retard, mademoiselle se débrouillait, se déshabillait et se couchait fort bien toute seule. Toutes ces heures que lui laissait sa maîtresse, Germinie vint les vivre et les passer dans la boutique. Elle descendait maintenant à la crèmerie dès le matin, à l'ouverture des volets que la plupart du temps elle rentrait, prenait son café, restait jusqu'à 9 heures, remontait pour le chocolat de mademoiselle, et du déjeuner au dîner, elle trouvait moyen de revenir 2 ou 3 fois, s'attardant et bavardant dans l'arrière-boutique pour la moindre commission. « Quelle pie-borgne tu fais !» lui disait mademoiselle avec une voix qui grognait et un regard qui souriait. À 5h30, le petit dîner desservi, elle descendait 4 à 4 les escaliers, s'installait chez la mère Jupillon et attendait 10 heures, regrimper les 5 étages et en 5 minutes, déshabiller sa maîtresse qui se laissait faire, tout en étant un peu étonnée de la voir si pressée d'aller se coucher. Elle se rappelait le temps où Germinie avait la manie de porter son sommeil de fauteuil en fauteuil et de ne jamais vouloir monter à sa chambre. La bougie soufflée fumait encore sur la table de nuit de mademoiselle que Germinie était déjà chez la crémière, cette fois pour jusqu'à minuit, 1 heure. Elle ne partait souvent que quand un sergent de ville, voyant de la lumière, cognait au volet et faisait fermer. Pour être toujours là et avoir le droit de toujours y être, pour s'incruster dans cette boutique, ne jamais quitter des yeux l'homme de son amour, le couver, le garder, le frotter perpétuellement à lui, elle s'était faite la domestique de la maison. Elle balayait la boutique, elle préparait la cuisine de la mère, elle appâtait des chiens, elle servait le fils, elle faisait son lit, elle brossait ses habits, elle cirait ses chaussures, heureuse et fière de toucher à ce qu'il touchait, émue de mettre la main où il mettait son corps, prête à baiser sur le cuir de ses bottes la boue qui venait de lui. Elle faisait l'ouvrage, elle tenait la boutique, elle servait les pratiques. Madame Jupillon se reposait de tout sur elle. Et tandis que la bonne fille travaillait et suait, la grosse femme, se donnant sur sa porte de majestueux loisirs de rentière, échouait sur une chaise en travers du trottoir, humant la fraîcheur de la rue, tâtait et retâtait sous son tablier, dans sa poche de marchande, ce délicieux argent
de gain, l'argent de la vente qui sonne si doux à l'oreille du petit commerce de Paris que le boutiquier retiré reste tout mélancolique qu'au premier jour de n'en avoir plus sous les doigts le tintement et le frétillement. Chapitre 7. Quand le printemps... Chapitre 12, pardon. Quand le printemps fut venu, et si nous allions à l'entrée des champs, disait presque tous les soirs Germinie à Jupilon, si nous allions à l'entrée des champs. Jupilon mettait sa chemise de flanelle à carreaux rouge et noir, sa casquette en velours noir, et il partait pour ce que les gens du quartier appellent l'entrée des champs. Et il montait la chaussée Clignancourt, et avec le flot des Parisiens de Faubourg se pressant à aller boire un peu l'air, et il marchait vers ce grand morceau de ciel se levant tout droit des pavés au haut de la montée, entre les deux lignes des maisons, et tout vide quand un omnibus n'en débouchait pas. La chaleur tombait, les maisons n'avaient plus de soleil qu'à leur fête et à leur cheminée, comme d'une grande porte ouverte sur la campagne, il venait du bout de la rue, du ciel, un souffle d'espace et de liberté. Au Château Rouge, ils trouvaient le premier arbre, les premières feuilles. Puis, à la rue du château, l'horizon s'ouvrait devant eux dans une douceur éblouissante. La campagne, au loin, s'étendait, étincelante et vague, perdue dans le poudroiement d'or de 7 heures. Tout flottait dans cette poussière de jour que le jour laisse derrière lui sur la verdure qu'il efface et les maisons qu'il fait roses. Il descendait, suivait le trottoir charbonné de jeux de marelle, de longs murs par-dessus lesquels passait à une branche, des lignes de maisons brisées, espacées de jardins. À leur gauche se levaient des têtes d'arbres toutes pleines de lumière, des bouquets de feuilles transpercées du soleil couchant qui mettaient des raies de feu sur les barreaux des grilles de fer. Après les jardins, il passait les palissades, les enclos à vendre, les constructions jetées en avant dans les rues projetées et tendant au vide leurs pierres d'attente. Les murailles pleines à leurs pieds de tas de culs, de bouteilles, de grandes et plates maisons de plâtre, aux fenêtres encombrées de cages et de linge avec lits d'un plomb à chaque étage, des entrées de terrain aux apparences de basse-cour avec des tertres broutés par des chèvres. Ça et là, il s'arrêtait, sentait les fleurs, l'odeur d'un maigre lilas poussant dans une étroite cour. Germinie cueillait une feuille en passant et la mordillait. Des vols d'hirondelles joyeux, circulaires et fous tournaient et se nouaient sur sa tête. Les oiseaux s'appelaient, le ciel répondait aux cages. Elle entendait tout chanter autour d'elle et elle regardait d'un œil heureux les femmes en camisole aux fenêtres, les hommes en manches de chemise dans les jardinets, les mères sur les pas des portes, avec de la marmaille entre les jambes. La descente finissait, le pavé cessait. À la rue succédait une large route blanche, crayeuse, poudreuse, faite de débris de plâtras, d'émiettements de chaux et de briques effondrées, sillonnées par les ornières luisantes au bord, que font le fer de grosses roues et l'écrasement des charrois de pierres de taille. Alors commençait ce qui vient au Paris fini, ce qui pousse où l'herbe ne pousse pas. Un de ces paysages d'aridité que les grandes villes créent autour d'elles. Cette première zone de banlieue intramuros où la nature est tarie, la terre usée, la campagne semée d'écailles d'huîtres. Et ce n'était plus que des terrains à demi clos, montrant des charrettes et des camions, les brancards en l'air sur le ciel. Des chantiers à scier des pierres, des usines en planches, des maisons d'ouvriers en construction trouées et à toujours, portant le drapeau des maçons, des landes de sable gris et blanc, des jardins de maraîchers tirés au cordeau, tout en bas des fondrières vers lesquelles descend, en coulées de pierrailles, le remblayage de la route. Bientôt se dressait le dernier réverbère pendu à un poteau vert. Du monde allait et venait toujours. La route vivait et amusait à l'œil. Germinie croisait des femmes portant la canne de leur mari, des lorettes en soie au bras de leur frère en blouse, des vieilles en madras se promenant avec le repos du travail, les bras croisés. Les ouvriers tiraient leurs enfants dans de petites voitures. Des gamins revenaient avec leurs lignes de pêcher à Saint-Ouen. Des gens traînaient au bout d'un bâton des branches d'acacia en fleurs. Quelquefois, une femme enceinte passait pendant
Pendant ce temps, et tendant les bras devant elle, un tout petit enfant émettait sur un mur, soudainement, subitement, l'ombre de sa grossesse. Tout ça allait tranquillement, bien heureusement. D'un pas qui voulait s'attarder avec le dandinement allègre et la paresse heureuse de la promenade. Personne ne se pressait, et sur la ligne toute plate de l'horizon, traversée de temps en temps par la fumée blanche d'un train de chemin de fer, les groupes de promeneurs faisaient des taches noires, presque immobiles au loin. Ils arrivaient derrière Montmartre, à ces espèces de grands fossés, à ces carrés en contrebas où se croisent de petits sentiers foulés et gris. Un peu d'herbe était là, frisée, jaunie et veloutée par le soleil qu'on apercevait se couchant tout en feu entre les deux maisons. Et Germiny aimait y retrouver les cardeuses de matelas au travail, les chevaux d'équarrissage pâturant la terre pelée, les pantalons garance, des soldats jouant aux boules, les enfants enlevant un cerf-volant noir dans le ciel clair. Au bout de cela, l'on tournait pour aller traverser le pont du chemin de fer. Par ce mauvais campement de chiffonniers, le quartier des Limousins du bas de Clignancourt. Il passait vite contre ces maisons bâties de démolition volée et suant les horreurs qu'elles cachent. Ces huttes tenant de la cabane et du terrier effrayaient vaguement Germiny. Elle y sentait tapis tous les crimes de la nuit. Mais aux fortifications, son plaisir revenait. Elle courait s'asseoir avec Jupillon sur le talus. À côté d'elle étaient des feuilles en tas, des ouvriers couchés à plat sur le ventre de petits rentiers regardant les horizons avec une lunette d'approche, des philosophes de misère arc-boutés, des deux mains sur leurs genoux, l'habit gras de vieillesse, le chapeau noir aussi roux que leur barbe rousse. L'air était plein de bruit d'orgue. Au-dessus d'elle, dans le fossé, des sociétés jouaient aux quatre coins. Devant les yeux, elle avait une foule bariolée, des blouses blanches, des tabliers bleus d'enfants qui couraient, un jeu de bagues qui tournait, des cafés, des débits de vin, des fritureries, des jeux de macarons, des tirs à demi cachés dans un bouquet de verdure où s'élevaient des mâts aux flammes tricolores. Puis au-delà, dans une vapeur, dans une brume bleuâtre, une ligne de têtes d'arbres dessinait une route. Sur la droite, elle apercevait Saint-Denis et le grand vaisseau de sa basilique. Sur la gauche, au-dessus d'une file de maisons qui s'effaçaient, le disque du soleil se couchant sur Saint-Ouen était d'un feu couleur cerise et laissait tomber dans le bas du ciel gris comme des colonnes rouges qui le portaient en tremblant. Souvent, le ballon d'un enfant qui jouait passait une seconde sur cet éblouissement. Voilà, c'est sur cette image des frères de Goncourt que nous allons nous arrêter. Je vous remercie de nous avoir suivis, d'avoir passé ce moment littéraire avec nous. Je vous invite bien évidemment à nous retrouver sur les réseaux sociaux #VBN. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles aventures littéraires. Passez une excellente journée si vous vous réveillez et une très bonne nuit si vous vous couchez. Salut!